Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, nos invités, mes collègues enseignants, chers étudiantes et étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi de vous prendre une quinzaine de minutes de votre temps pour exposer un peu quelques informations, quelques impressions qui concourent un peu à éclairer peut-être nos invités des entreprises, nos jeunes étudiants, nos collègues aussi, sur la démarche entreprise en matière de mise en place de ces formations professionnalisantes, la professionnalisation des formations dans le cadre dans le courant introduit et induit par le processus LMD. Et bien sûr, nous allons contextualiser à l'université Montori Constantine, qui est notre cadre de travail quotidien. Évidemment, on ne va pas parler de professionnalisation sans évoquer ceux qui travaillent sur la réforme LMD depuis 3 ans au moins, m'excuseront, mais peut-être ça permettra d'éclairer certaines choses pour certains de nos partenaires qui ont moins d'informations. La réforme LMD, pourquoi la réforme déjà? Pourquoi le LMD particulièrement à l'université algérienne? L'université algérienne qui a connu un grand développement depuis sa naissance, a été embryonnaire et en indépendance avec 3 établissements et un millier d'étudiants. À Constantine, il y avait 2 facultés de médecine et de droit. Aujourd'hui, on compte 60 établissements d'enseignement supérieur, plus de 900 000 étudiants, environ 30 000 étudiants en formation doctorale et postgraduée à travers le pays, 24 500 enseignants, ce qui fait un développement rapide, une croissance rapide et importante, très importante, qui s'apparente et qui a engendré des contraintes multiples sur les plans structurels, parce qu'il faut encadrer tous ces flux d'étudiants, d'enseignants, les branches, les formations. Il y a maintenant en gros à peu près au moins une université par wilaya. Rares sont les wilayas du pays, les 48 qui n'ont pas de structure universitaire sur leur territoire. La qualité des formations, parce qu'il faut adapter évidemment les formations. Il y a eu plusieurs. Au niveau de la qualité des formations, je peux évoquer rapidement qu'il y a eu quand même plusieurs réformes, tentatives de réforme, la plus importante étant celle de 71, qui, quoi qu'on dise maintenant, la réforme de 71, qui a axé un peu la démarche de l'université vers la professionnalisation, également qui sortait du cadre faculté pour aller dans le cadre institut, qui visait plus de professionnalisation et de capacité d'adaptation au développement économique important du pays. L'université algérienne a connu à cette époque-là une très forte tendance à la technologie et elle reste marquée par cette tendance technologique jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a eu d'autres réformes qui ont été introduites. La plus importante peut-être c'était celle de 89 qui a introduit les formations de cycle court. On peut en parler longuement. Et puis ensuite, à la fin des années 80, tout le monde a senti, tout le monde disait dans les journaux, dans la presse, la télévision et même dehors, la plus âgée des grands maires de la wilaya de Tamanrasset pouvait dire que la formation à l'université était branlante, qu'il y avait des défaillances au niveau de la qualité de la formation, au niveau de la prise en charge de nouvelles formations, de l'adaptation des programmes aux évolutions technologiques et scientifiques, etc. Et puis cette rupture qui était constatée par tout le monde par rapport au monde du travail et de l'université. Le besoin de réforme à ce moment-là est devenu très important. À partir des années 90, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de réflexion, des groupes qui ont travaillé. On peut évoquer cette réforme de 95 qui introduisait des diplômes intermédiaires, le DUPC, le fameux diplôme universitaire de premier cycle. La réflexion faite au niveau du Conseil supérieur de l'éducation, le CSE, la réflexion faite au niveau de la CNRSE, la Commission nationale de la réflexion de réforme du système d'éducation nationale, installée par Monsieur le Président de la République. Finalement, si on analysait, si je devais mettre des planches pour voir
ce qui était recommandé par toutes ces commissions, c'était mutualiser les moyens au niveau de l'entrée à l'université, faire découvrir à l'étudiant plus l'université au niveau de la première année, donc une première année plutôt commune, qui permet une immersion douce et lente au niveau de l'université, qui permet de connaître les formations, et ensuite une orientation progressive. La réforme LMD étant venue à la fin des années 2002 au niveau de l'enseignement supérieur en Algérie, ben on s'est dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'utile, si je peux le dire, et entrer dans une réforme globale qui structure l'enseignement supérieur au niveau mondial. Pourquoi ne pas rejoindre cet élan mondial au niveau de la réforme de l'enseignement supérieur et y aller, puisque le besoin y est, puisque les propositions recoupent globalement les recommandations de ce qu'il y a dans le LMD au niveau de la structure des enseignements, et c'est comme ça qu'on a démarré dans cette réforme depuis les premières réflexions datées de 2002. Quelques vertus de cette réforme une formation mieux adaptée aux besoins du marché de l'emploi et de l'entreprise, des programmes d'enseignement actualisés et efficaces, des méthodes d'enseignement nouvelles et adaptées au niveau des objectifs de formation, mais également adaptées à la capacité d'apprentissage des étudiants, une plus grande participation de l'étudiant dans sa formation, évidemment par cette orientation progressive, par l'ouverture sur le monde de l'entreprise, et puis des diplômes alignés et reconnus sur le plan mondial. Bon, mais comme le dirait l'adage, évidemment, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour faire de bonnes choses. L'idée étant là, il faut retrousser les manches et travailler pour rendre réel, pour atteindre ces objectifs. L'avènement du système LMD permet également au moins le toilettage des formations, déjà. Et on a vu une profusion de propositions venir par les établissements. Au niveau national, chaque année, depuis la rentrée 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, au niveau national, il y a plus de 600-700 propositions de parcours de formation au niveau national. C'est gigantesque. Donc il y a l'envie de proposer de nouvelles choses. Il y a ce qui met plus de dynamisme, évidemment, au niveau des capacités de l'ingénierie des formations et des établissements, plus d'autonomie peut-être, et qui fouette un peu l'élan pédagogique. Elle donne plus de liberté à l'équipe de formation pour choisir le choix de la pertinence du projet de formation, la confection des contenus des formations de manière relative, l'introduction de nouvelles méthodes d'enseignement, et puis qui permet d'associer justement ce partenaire du monde socio-économique, donc un adossement concret et réel avec le monde socio-économique qui entoure l'université. Alors, dans ce processus des formations professionnelles, pour quel objectif? L'objectif, je disais tout à l'heure que depuis 1989, on a introduit ces formations DEUA, cycle court à l'université. Ces formations que nous avons tellement ratées que quand on évoque ça au niveau des départements de l'université, c'est tout de suite la levée de bouclier, on n'en veut pas, les enseignants n'en veulent pas, les étudiants en veulent moins, les parents d'étudiants en veulent moins encore. Le besoin pourtant est là. Le besoin est là. Professionnaliser, parce qu'il faut offrir des parcours adaptés à une certaine catégorie d'étudiants, qui soient des formations courtes et orientées vers des métiers. Quoi qu'on dise, cette race d'étudiants existe et il faut peut-être répondre à ce besoin. Offrir aux entreprises et autres employeurs des personnels à forte qualification professionnelle, pratique, et puis au moins, même si ce n'est pas un vœu pieux, participer à l'action du développement national par la formation de la ressource humaine. Comme disent nos amis chinois ou certains qui en font un slogan, mais qui lui donnent de la réalité, la première ressource du pays, c'est la ressource humaine. Aucun pays n'a réussi le pari du développement, et encore moins le développement durable, sans la formation d'une ressource humaine compétente et qualifiée. Le vivier le plus important de cette formation, c'est, quoi qu'on dise, c'est l'université. Adapté donc vers les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, et surtout une ressource qui est capable d'une adaptation, d'une auto-adaptation aux évolutions technologiques et aux métiers interdisciplinaires qui sont de plus en plus actuels. L'organisation des études, rapidement au niveau de ces formations professionnelles,
dans le cadre du LMD qui organise le cycle d'études en trois cycles, licence, master, doctorat. Globalement, l'organisation des études dans le système LMD, vous la voyez sur le tableau, après le baccalauréat qui reste le seul titre d'accès reconnu pour l'université en Algérie, passer par une formation commune par domaine de discipline, première et deuxième année. Je reviendrai sur cette question importante pour les parcours professionnels. Ensuite, donc, un démembrement en parcours académique, en parcours professionnel pour la troisième année, l'accès vers le master et le doctorat, on en parlera. Mais les parcours pro, la question se pose de plus en plus. La question se pose, en fait, elle s'est toujours posée. Faut-il consacrer au socle commun de formation le L1 et le L2 ou seulement le L1 et consacrer ensuite une année à la professionnalisation ou 2 années. Différentes écoles ont des propositions différentes. La réponse pour nous, à mon sens, doit émerger à partir des objectifs de la formation. Pour répondre, il faut se rappeler les objectifs qui consistent à mettre une professionnalisation qui vise à former l'étudiant pour un savoir-faire, mais aussi pour un savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut former pour une employabilité durable. Ne pas oublier que l'étudiant ne doit pas être formé comme un technicien sur un poste de travail, mais il faut lui donner suffisamment d'enseignements fondamentaux et transversaux qui lui permettent de s'adapter aux évolutions de la technologie, qui lui permettent de s'adapter aux changements de poste de travail. Et je disais que la réalité du monde économique maintenant, c'est ça. Il n'est plus question de mettre quelqu'un pendant 20 ans sur un poste, il faut lui donner, et cette capacité d'adaptation, visiblement, beaucoup de gens qui ont travaillé, beaucoup de gens qui ont mis en place des formations, on ne peut pas l'acquérir sans un minimum d'enseignements fondamentaux, ce qui semble dégager un schéma optimal en L1 pour un socle commun, donc avec des enseignements fondamentaux et 2 années en parcours professionnel individuel, ce qui permet, donc je disais, de prévoir suffisamment de temps déjà pour donner les compétences professionnelles sur 2 ans et non pas sur 2 semestres, et qui ne freine pas également beaucoup certains de nos étudiants qui ont des problèmes pour l'acquisition des savoirs fondamentaux. Nous savons qu'il y a une population qui n'aime pas beaucoup les mathématiques, la physique, pour parler par exemple des domaines de technologie, en les mettant face à un problème de mouvement mécanique, le mouvement de Coriolis et les équations différentielles, ça disjoncte tout de suite. Donc il faut peut-être ne pas éjecter, ne pas pénaliser trop cette population, qui par contre est très capable sur le plan professionnel pour l'acquisition des savoirs professionnels. Alors je reviens à notre université de Constantine, qui est une plaquette sommaire pour présenter une université pluridisciplinaire qui compte 9 facultés, 30 départements. Vous avez l'intitulé des facultés qui couvrent l'ensemble des domaines disciplinaires en sciences exactes, sciences de la nature et de la vie, qui regroupent aussi bien la biologie que les sciences vétérinaires ou l'agronomie, l'agroalimentaire, les sciences de l'ingénieur dans toutes leurs branches, les sciences médicales, les sciences de la terre et de l'architecture, les lettres et les langues, les sciences économiques, les sciences humaines et sociales et le droit. À peu près 68 000 étudiants, dans environ 15 000 inscrits dans les branches du système LMD, 2200 enseignants, plus de 180 options de formation, dont 85 parcours LMD habilités par les instances régionales et nationales. Alors, pour ce qui est des licences professionnelles, au bout de la 3e année de l'existence de ce système, je donne la liste des licences qui sont théoriquement habilitées, qui ne sont pas toutes mises en place parce qu'il n'y a pas suffisamment encore d'étudiants inscrits dans le système. Mais ce chiffre, cette liste n'est pas limitative, ça évolue évidemment, c'est ouvert et ça évolue chaque année. En technologie, nous avons 12 offres de formation. En sciences de la terre et architecture, il y a 3 offres, c'est des offres de formation professionnelles. 3 offres, les sciences exactes, 4 offres entre les mathématiques, la physique et la chimie. Les sciences de la nature et de la vie, 7 offres en biologie, vétérinaire et INATA. INATA, c'est l'Institut national des techniques agroalimentaires. Les sciences humaines et sociales avec une formation en psychologie clinique,
les sciences économiques donc avec 5 offres de formation et le droit avec 3 offres de formation. En résumé, je dis que l'université, comme tout corps naturel, a tendance à se reproduire. En technologie, biologie, sciences humaines, habitués à la prise en charge des formations de cycle court, ces formations n'ont pas de difficulté à identifier et à mettre en place des formations professionnelles visiblement. On sait faire ça et on le refait. Dans les filières de sciences humaines et des langues, des efforts restent à faire. Les langues n'arrivent pas encore à faire. Il y a une tentative maintenant sur l'anglais pratique appliqué au domaine du tourisme qui est en train d'être monté avec nos collègues de l'Université de Lille, des universités de Skikda, Guelma et Biskra. Ce sera pour l'année prochaine peut-être. Bon, en sciences humaines, on a vu, il y a une formation en psychologie, mais il y a des efforts à faire et il y a certainement des développements qui vont avoir lieu. Ce que j'aimerais dire par rapport à cette liste, c'est qu'on commence également chez nous, à Constantine, à sentir ce besoin d'interdisciplinarité. Et en fait, pour mettre en place de nouvelles formations, j'ai évoqué l'aspect interdisciplinaire. Un étudiant, on peut le former dans une spécialité, mais quand il est sur un métier, dans une entreprise, en fait, un électronicien, il se voit tout de suite confronté à d'autres activités qu'à travailler sur de l'électronique. Donc, de plus en plus, on travaille on sort de la logique discipline et filière pour aller vers une logique poste de travail où la multidisciplinarité est une nécessité. On a évoqué, on a vu dans la liste une formation de maintenance multitechnique, parce que maintenant dans d'autres pays le vocable existe d'ingénieur généraliste, parce que l'ingénieur il a tout de suite devant lui des besoins en électronique, en mécanique, en fluidique, en thermique et également en terrassement du sol, mais aussi en management du projet, en législation du travail, en externalisation, en assurance qualité, etc. Donc c'est toutes ces compétences qu'il faut maintenant de plus en plus mettre dans les formations, et de plus en plus nous avons des personnes qui viennent de différentes composantes départements qui essaient de monter des projets. Le deuxième projet qui peut être monté, sur lequel nous avons travaillé quelques mois, c'est une formation en analyse biologique et médicale qui intègre aussi bien des gens de physique, de chimie, de biologie, de médecine, etc. Parce qu'il faut travailler sur la métrologie, sur l'équipement électronique, sur les problèmes de chimie, de physique et de sciences médicales, etc. Ceci donc pour les formations mises en place. Alors, mise en place et pilotage des formations professionnelles, je vais évoquer, il y a ça ne se fait pas tout le temps dans ce que je veux dire, mais nous essayons, et le forum que l'on organise hier et aujourd'hui entre totalement dans cette optique. En fait, la mise en place de la formation exige de nous un effort en matière de démarche qualité, en matière donc comment piloter un projet pour lui faire donner les résultats qu'on espérait au départ. Pour cela, pour les formations professionnelles, nous essayons de mettre, nous voulons plus d'action dans cet axe, garantir l'utilité et la pertinence des formations. En fait, ça veut dire que tout projet de formation doit intégrer de plus en plus l'université, mais également le monde du savoir. Faut-il mettre l'université dans l'usine comme ça se fait dans les grosses boîtes, les centres de recherche-développement? Faut-il mettre l'usine dans l'université comme on a essayé de le faire à un moment donné? Bon, il faudra de toute façon quelque part le faire. Tout à l'heure, M. Benelhaj de Strasbourg l'évoquait, le hall technologique. Il faut l'avoir à l'université, mais il ne faut pas s'en contenter. L'action se fait de manière mutuelle et complémentaire certainement. La participation du partenaire professionnel doit se faire obligatoirement dans l'identification et la définition du projet. Pour nous, il est important, et c'est ce que nous essayons de faire, certains pays élaborent de véritables bassins de l'emploi autour de l'université pour identifier les besoins, instituer en fait une veille emploi dans ce bassin de recrutement pour veiller à l'employabilité et faire en sorte que ce ne soit pas seulement un mot creux, que les étudiants qui sortent trouvent de l'emploi. Et puis ça exige de nous de gérer la durée de vie des formations en fonction de cette employabilité, effectivement. Une formation, ce n'est pas un chèque à blanc qui est donné à vie à l'université, elle peut très bien être mise en place pour 3-4 années,
et puis recycler, faire autre chose quand l'environnement le demande. L'action du partenaire se fait également dans l'élaboration des programmes. Comment veiller au bon dosage entre les enseignements fondamentaux et les enseignements appliqués, pour garantir de véritables enseignements visant des compétences professionnelles. Et quoi qu'on dise, bon, l'universitaire apparaît toujours avec une espèce de col blanc, et nos partenaires du professionnel nous disent que non, nous ne savons pas mettre en place et réaliser des enseignements réellement professionnels. Donc leur présence est fondamentale. Instituer également une veille technologique sur les évolutions de la technologie, l'évolution du métier, et mettre des enseignements adaptés, renouvelés dans cet axe-là. La participation également aux enseignements, notamment dans les matières fondamentales. Le professionnel doit participer. J'ai personnellement assisté à des cours donnés en matière de législation du travail, en matière de sécurité et hygiène dans l'entreprise. La participation des professionnels est très souhaitée. L'identification des terrains de stage et l'accueil, le suivi des stagiaires. Mais au-delà de tout ça, en fait, le partenaire du monde socio-économique doit réellement faire partie de l'équipe de formation, depuis la conception de la formation, à sa mise en place, à la participation aux enseignements, mais aussi et surtout à l'évaluation dans l'optique de ce que j'appelais tout à l'heure, cette démarche qualité, l'évaluation des résultats de la formation. En fait, l'étudiant qui sort de l'université, il va dans l'entreprise. Est-ce que la formation est réellement pertinente? Est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés au départ? Cette évaluation, cette participation à l'appréciation, la participation de nos partenaires de l'entreprise, du socio-économique est absolument fondamentale. Voilà, bref, compte rendu, un peu un exposé rapide et qui reprend un peu les différents volets de cette formation professionnalisante, de sa mise en place, de ce qui se fait à l'Université Constantine et de ce que nous faisons déjà de manière timide, mais ce que nous souhaitons faire plus avec nos amis de l'entreprise qui sont présents ici, et même ceux qui sont absents. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne continuation.